Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Sonfonia. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. De l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous retrouver sur le média du développement 89.5 en bande FM, le numéro 113 sur le bouquet Star Times. Vous êtes sur Kavi Média, le média du développement, vous le savez, le seul et unique en République de Guinée. Merci de nous pratiquer si vous êtes du côté de Bofa, de Bouquet, du côté de Kagbelem. Vous êtes nombreux à nous suivre à Kiroti, à Sonfonia, à Lambagni, à Tombolia, à Gbessia, oui, la nouvelle commune de Gbessia où se trouvent nos fidèles auditeurs ici même à Imba, le quartier qui nous accueille chaque matin. Merci de nous pratiquer du côté de Kissudougou. À l'abbé, vous nous pratiquez sur la 96.5 en bande FM avec nos partenaires de Beta FM. Au menu de ce numéro, le chemin de fer Conakry-Kankan frontière Mali va bientôt reprendre du service. Le gouvernement guinéen a signé la semaine dernière un accord cadre pour sa relance. L'ancien chemin de fer construit au temps colonial qui a cessé de fonctionner il y a environ 30 ans a privé les populations guinéennes de transport ferroviaire. Cet accord cadre va pouvoir mobiliser les ressources financières. Il permettra également de reconstruire 1400 km de chemin de fer et va économiquement et socialement connecter la Guinée au Mali et au Burkina Faso. Mais que dire de chemin de fer Kankan, Conakry-Kankan d'une distance de 662 km dont la pose de la première pierre a eu lieu en février 2011 en présence de l'ex-président brésilien Lula da Silva. On en parle dans cette émission. Le scanner, les incendies fusent et on a l'impression que personne ne jubile. Les flammes dévastent et l'État semble impuissant face à certaines réalités. Des interrogations s'alignent, nul pour donner la moindre explication. Depuis l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, les enquêtes annoncées sont restées muettes ou presque. Si le ministre de la Justice ne veut pas croire à la thèse d'incendie d'origine criminelle, qui donc pour le prouver? La question vaut tout son pesant d'or. C'est un droit de savoir d'ailleurs et l'État a la pleine obligation d'informer. Ce matin, nous posons donc la question: quelle est la suite des enquêtes concernant l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum? À quoi ont-elles servi si un silence radio entoure l'affaire? Et puis gestion des ordures à l'approche des grandes pluies. La gestion est devenue un véritable casse-tête pour les autorités concernées. Au lendemain du 5 septembre 2021, des week-ends des samedis d'assainissement ont été initiés, sauf que l'initiative s'est
extompé comme une bouffée d'oxygène aux grandes dames des populations. Pour éviter un éternel recommencement, l'État guinéen doit-il changer de fusil d'épaule? L'aspiration d'une capitale propre avec moins de risques d'inondation est-il temps de penser à des stratégies durables axées sur le suivi? Puisque nous parlons de suivi, les différents régimes qui se sont succédés ont-ils manqué de stratégie? Il faut le rappeler, on en parle également dans cette émission, le scanner. Voilà, entre autres sujets à débattre dans ce nouveau numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à son folia, ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. Mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance. L'actualité, il faut le dire, Diallo qui est en retard ce matin. L'actualité se plie au débat interactif. Chaque matin, vous le savez déjà, c'est sur la 89.5 en bande FM et sur le numéro 113 du côté, si vous nous suivez du côté de la télé, sur nos différentes pages Facebook, groupe Kavi Média, Kavi TV. Avec moi, autour de moi, également, les débatteurs de chaque matin. Yaya Diallo, coordinateur, enquêteur en chef de cette émission. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Bamomed, le PM. Bonjour Abdallah, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs et auditeurs, sportivement parlant, bonjour à tous. Ah, sportivement en plus. Oui. Allez, Diallo, on parle de ce décès confirmé du président iranien. C'était hier avec les médias sur place. Oui, évidemment, Ibrahim Raisi, c'est son nom, qui fit le président iranien conservateur, un président conservateur, à la différence de Hassan Rouhani, qui était beaucoup plus modéré. Alors, il se trouve que depuis un bon bout de temps, il y avait une tension sous-régionale au niveau entre l'Iran, Israël et quelquefois même, disons, la Syrie, enfin la région, au niveau du Moyen-Orient. Il y avait un véritable problème aussi qui se trouvait à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il faut faire un parallèle avec tout cela? Parce que cette histoire de crash d'avion, on s'en méfie trop, parce que je suis déçu, je pense que ça ne me paraît pas être anodin qu'un président de Silk Road, d'une puissance régionale comme l'Iran, disons, puisse ne pas prendre toutes les précautions qu'il faut pour pouvoir s'embarquer dans un hélicoptère pour aller à Azerbaïdjan, puisque il y a un véritable problème là au niveau de la sous-région. Il y a ce qu'on appelle cette question de positionnement géopolitique. Donc, de part et d'autre, il y a cette méfiance qui existe surtout entre l'Iran et Israël, puisque vous savez, cette guerre israélo-palestinienne a invité plusieurs acteurs là-dedans, notamment la Turquie, l'Iran, mais aussi le Liban. Le Liban à travers à travers ces groupes armés libanais qui sont impliqués, disons, dans ces conflits-là. La réaction de médias internationaux m'a amené à dire effectivement il pourrait y avoir un complot contre le président iranien. Est-ce un complot interne ou international?
les jours à venir nous édifierons sur cette question-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est le chef de l'exécutif, il y a le guide iranien et il y a ce qu'on appelle les gardiens de la révolution. Donc ce qui veut dire que ça impactera naturellement, puisque c'est le chef de l'État, ça va impacter naturellement le fonctionnement de l'État, même si le vice-président a été désigné jusqu'au mois de juin pour pouvoir effectivement organiser les élections présidentielles. Mais toujours est-il que ce qu'il faut dire, c'est que le guide l'Ayatollah Al-Khomeini, je ne sais pas si je prononce très bien son nom, Khomeini, effectivement, qui a dû rassurer les Iraniens quant à la stabilité. Maintenant, on verra bien, puisque les réactions fusent de partout. C'est le chef d'état-major des armées, enfin, c'est lui qui gère les gardes révolutionnaires, qui avait lancé une mise en garde contre les Occidentaux, notamment la France, l'Allemagne, qui seraient des soutiens potentiels d'Israël. Donc, voilà un ensemble de faits qui amène à certains, effectivement, de se poser plusieurs questions quant à cette façon de la mort de M. Ibrahim Raïssi. Cette mort tragique, il faut le dire, Rabah Mohamed, suite à un crash d'hélicoptère. Oui, c'est regrettable. C'est regrettable qu'on arrive à perdre une responsabilité du rang d'un chef de l'État. Vraiment par suite de crash, je pense que ça doit donner à réfléchir, parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est toute la nation, je pourrais dire, qui se résume à ce monsieur. Vouloir donner vraiment un hélicoptère qui n'était pas en bon point, et vouloir voyager, voler où la météo n'y se prêtait pas, dans une zone montagneuse. Je pense que c'est quelque chose qui devrait se poser des questions à l'interne avant de dire quoi que ce soit. C'était d'abord, il y a le président, mais aussi le ministre des Affaires étrangères. Je pense que c'est quelque chose vraiment qui n'est pas à négliger à l'interne par rapport au mouvement des chefs d'État, et cela nécessite vraiment de la réflexion. Au-delà de cela aussi, c'est un coup dur vraiment pour l'Iran, parce que un chef d'État en Iran, il a des responsabilités. Je ne dirais pas que ce sont des responsabilités juste de façade, parce que le guide suprême, c'est lui qui détient presque tout. Le pouvoir, c'est lui. C'est lui qui a tout ce qu'il faut, et comme vraiment décision, c'est lui qui prend des décisions, et que c'est lui qui vraiment donne une direction à la vie de la nation, à l'État, par rapport à certaines décisions qu'il faut prendre par rapport à la vie d'un pays, en tout cas par rapport à la vie de l'Iran plus précisément. Et au-delà de cela, ce président Raïs, c'est vrai qu'il était le président, mais il était en position de devenir l'ayatollah, prendre cette place. Parce que être un guide, il était mieux placé pour prendre cette position, et que c'est difficile de pouvoir quelqu'un d'autre, comme il l'a dit tout à l'heure. L'ancien président, il était beaucoup plus modéré, et il n'était pas mieux placé par rapport à ça. Donc déjà, cela pose des problèmes. On a perdu quelqu'un au sommet de l'État, mais aussi on a perdu un guide aussi dans ce cadre. Donc c'est quelque chose qu'il faut noter. Au-delà de ça, au-delà des frontières iraniennes, il faut voir la tension qui existe entre l'Iran et ses voisins, surtout Israël. Et Israël, c'est les États-Unis, et qui s'amusent à blaguer, à avoir vraiment un bras de fer avec Israël. Forcément, vous allez vous en coudre avec les États-Unis, quelle que soit la position. Les États-Unis ne vont même pas chercher à savoir si vous avez raison ou pas. L'essentiel pour eux, il y a un pacte qui existe entre les États-Unis et l'Israël. Donc, quiconque s'aventurerait sur cette piste va voir forcément, aura affaire avec les États-Unis. Donc la tension en train de monter en crescendo. J'ai parlé de météo, j'ai parlé de l'état de l'avion, mais moi vraiment à plus de 80%, c'est le côté attentat, terrorisme que je vais voir, un terrorisme étatique que je mettrai là. Imaginez le cas de Wagner, le premier responsable russe de Wagner, qui avait aussi perdu la vie dans un crash comme ça. Donc sur le plan international, quand des sujets comme ça arrivent, des tensions montent,
vraiment, c'est de faire attention au mouvement et parfois ne pas donner sa position ou informer à des moments comme ça où je vais à tel lieu et tel lieu. Donc je pense que c'est des sujets qui sont super sensibles, super intéressants parce que on parle de ce sujet parce que ça a des répercussions sur nous ici. Cette zone cette partie de l'Asie est menacée. C'est la géopolitique. C'est la géopolitique, mais c'est le pétrole, c'est le mouvement des bateaux. Et quand les mouvements des bateaux sont affectés, forcément cela va se répercuter sur les prix. Et si ça se répercute sur les prix, forcément c'est nous autres consommateurs au niveau final qui seront affectés. Voilà, qui seront affectés malheureusement. Donc la tension en Israël ou au Proche-Orient devrait pas faire plaisir à la Guinée. Les Guinéens vont prendre un coup parce que les bateaux, au lieu de passer par le canal de Suez, sont obligés de passer par le cap de Bonne-Espérance. Bien, donc paix à l'âme du président Ebrahim Raïssi, un président iranien qui a perdu la vie dans un crash d'hélicoptère. On revient en Guinée. Cette fois, nous parlons de développement avec cet accord cadre signé la semaine dernière. Il y a Diallo, le chemin de fer Conakry-Cancan, frontière Mali, va bientôt reprendre du service. Le gouvernement guinéen a déjà signé un accord cadre pour sa relance. Sauf que cette question se pose en février 2011. Le président Alpha Condé avait déjà procédé à la pose de la première pierre d'un chemin de fer Conakry-Cancan de 662 km. Aujourd'hui, c'était à la casse, c'est passé à la casse Madina. Bien. Donc aujourd'hui, nous ne savons pas où est ce projet et le gouvernement guinéen lance un autre projet. Est-ce que c'est une continuité aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que c'est une continuité? Oui, forcément, ça peut être une continuité puisqu'on nous sommes dans un état, on le suppose. Ça dépendra aussi de voir effectivement qui sont ces partenaires-là qui sont impliqués dans cet accord cadre qu'on appelle accord cadre. C'est une très bonne chose pour le développement de notre pays. C'est une très bonne chose pour l'urbanisation interrégionale. C'est une très bonne chose pour l'économie de notre pays. Si, évidemment, c'est pas un fait de paille. Comme à l'Alpha Condé. Je ne joue pas au prophète malheur, mais on verra. Parce que, vous l'avez rappelé, les rails existaient depuis 1902. 1902-1915, c'est les dates auxquelles, enfin, que ces rails-là ont dû être, disons, mis en place. Donc, à l'ère coloniale. Ouais. Avant la Première Guerre mondiale. Évidemment. Avant la Première Guerre mondiale. 1900. Allez, il s'est rappelé, il s'est vite rappelé. 14-18. 14-18. Donc, voyez-vous, c'est pour autant dire que ça date de longtemps. Donc, vous avez dit que depuis plus de 30 ans, effectivement, ces rails ne fonctionnent plus. Alors, si l'État, à travers le ministre des Transports, y pense pour pouvoir procéder à la relance de cette voie ferrée, on ne peut que s'en féliciter. Parce qu'on a entendu assez de choses, mais ce qu'on n'a pas entendu, c'est comment tout cela va se faire. C'est là où se trouve toute la question. Parce que l'entreprise dont on parle, parce que c'est en anglais, c'est lycée Home Development and Construction. Je ne sais pas si je prononce très bien. Ça peut aller. Notre anglophonie est là. L'OPM est là. Donc, j'aurais bien voulu effectivement comprendre les contours de tout cela, comment ça doit se faire, pour que, évidemment, que cela soit concrétisé dans les faits. Parce que si tel est le cas, forcément, ça peut, disons, améliorer drastiquement, disons, la fluidité et puis voilà, permettre cette interconnexion sous-régionale. Parce que si les rails devraient passer par Kindia, Mamou, finalement Cancan et jusqu'au niveau de la frontière avec Sigiri, Mali, Bamako. Donc ça, voyez-vous que c'est quelque chose quand même qui peut forcément impacter disons notre économie nationale du point de vue économique et social. Mais aussi ça va permettre naturellement à l'expansion de nos ports, notamment le grand port autonome de Conakry. Et ça peut amener même le Niger, le Burkina Faso et autres de s'approvisionner à partir d'ici, et ça peut rapidement effectivement permettre le transport de part et d'autre, ce qui fera de la Guinée effectivement un centre de toutes les affaires liées au commerce et tout ce qui s'ensuit. Si évidemment c'est quelque chose qui peut se faire. Mais ça m'amène à dire que
c'est quelqu'un quand même qui nous a annoncé Télécom, Guinée Télécom. On était avec cette société hier. Et jusqu'à date ici, rien ne nous dit effectivement que Guinée Télécom verra le jour en réalité. Alors, est-ce que c'est une communication tous azimuts, parce que tout simplement il faut rassurer, parce qu'on a des gens ici qui sont des spécialistes en communication, qu'ils cherchent tout simplement à endormir la conscience collective et puis voilà, s'inscrire dans le cadre d'une promesse à l'air comme ça. Ouais. Alors en réalité, c'est quelque chose qui nécessite quand même, disons, une étude préalable. C'est quelque chose qui impliquerait naturellement même les autorités au plus haut niveau, parce que c'est un grand projet. C'est un grand projet et tout notre souhait, c'est à ce que ces projets-là puissent voir le jour. Mais avec la situation actuelle, je doute fort que cela n'est lié, en tout cas en ce moment-là, parce que tout simplement, nous savons très bien que les moyens, les ressources ne sont pas là, parce que dans le cadre de la communication, il part d'une quête des ressources financières. Je crois que je ne sais pas comment ça se passe, mais on aurait dit quand même... les fonds ne sont pas d'abord obtenus. Disponibles. Oui. Alors, on parle de la signature d'un accord cadre et puis on précipite pour mettre en avant effectivement tout ce qui est avantage, tout ce qui pourra permettre, disons, à la Guinée de procéder à un décollage économique et social. C'est vrai que le ministre de la Communication avait naturellement aussi mis en avant ce qu'on appelle la création supplémentaire des emplois de part et d'autre, parce que partout là où le rail passe, partout là où le train passe, naturellement, on va connaître ce qu'on appelle une urbanisation tacite de ces différentes villes-là. Donc ça va permettre, disons, à partir de Conakry ici, jusqu'à Kindia, jusqu'à Mamon, en passant par Kankan, l'urbanisation tacite de certaines villes, tout simplement parce que les rails sont passés par là. Donc, ce sont des éléments constitutifs, disons, d'un développement qui pourra permettre à la Guinée de connaître une véritable révolution économique. À ce sujet, il y a quand même dans la communication du ministère des Transports que nous avions eu à lire hier, il y a quand même des détails qui ne sont pas donnés, notamment le coût. Est-ce que ce projet est lié au projet lancé par le professeur Alpha Condé? Rien n'a été dit à ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ministère doit revenir pour donner plus de détails aux populations guinéennes? Parce que sous Alpha, il y avait quand même 600, si je ne me trompe, 600 millions de dollars, si je ne me trompe sur les chiffres, qui devaient être engrangés pour la construction de cette voie ferrée, de ce chemin de fer Conakry-Kankan. Aujourd'hui, est-ce que le colonel, le gouvernement de Baoulé doit s'intéresser d'abord à ce sujet avant d'entamer d'autres accords cadres, ou est-ce que ce sujet, peut-on dire, a été abandonné? Plus d'1 milliard, j'y arrive, de dollars américains était engrangé dans le projet lancé par Alpha Condé, dont la pose de la première pierre a été donnée en février 2011. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut laisser ce montant de plus d'1 milliard de dollars américains et encore chercher d'autres financements? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement doit vraiment s'intéresser à ce dossier? Parce que l'argent a été débloqué selon la communication d'alors. Oui, mais c'est qu'il faut dire que d'où l'opacité communicationnelle du ministre, parce qu'il n'a touché qu'un pan. C'est-à-dire qu'est-ce que la Guinée pourrait bénéficier de cela? Comment on est arrivé à la signature de cet accord cadre, les contours et tout ce qui s'ensuit, nous n'en avons pas. Comment ça se passe, le processus de financement et tout ce qui s'ensuit, ils ne nous ont pas expliqué, alors que nous sommes dans un état, évidemment, c'est une continuité, c'est une organisation. On aurait dû nous dire effectivement qu'il y avait déjà, ce processus a été déjà enclenché par l'ancien régime, et que voilà, l'État, enfin les autorités actuelles, on disait, essaient peut-être de marcher sur les pas de l'ancien régime, ce qui est tout à fait normal. Beaucoup de projets ici qui ont été achevés sous le CNRD ont été initiés, disons, par le régime d'Alpha Condé. C'est pas un crime, c'est dans l'ordre naturel des choses. Je crois que c'est une orthodoxie républicaine quand on trouve des projets qui sont des projets bénéfiques pour notre État, que ceux qui sont là actuellement, ceux qui ont la charte de la destinée de notre pays puissent s'employer à ce que cela soit effectif. De ce point de vue, je crois que c'est quelque chose à encourager. S'il est tenté effectivement que c'est une continuité. Maintenant, puisque vous savez que naturellement c'est chez nous, aucun cadre de ce pays ne peut s'employer ou s'engager dans un processus de financement si déjà il n'a pas sa part dedans.
C'est aussi la vérité. Ça, c'est des rétrocessions. Il va dire que c'est son projet à lui. Parce que des projets qui concernent la nation ici, on en fait ce qu'on appelle des entreprises unipersonnelles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un regard en amont et en aval de tout ce qui se passe, éventuellement penser combien il aura dans tout cela pour s'en mettre plein les poches. Alors que en réalité, c'est des projets qui devraient être, disons, au bénéfice de la population. Et c'est pourquoi on a besoin beaucoup plus de communication. Mais voyez-vous que ce soit le ministre de Transport, celui de l'économie, le directeur national des voies ferrées, tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas eu une communication technique pouvant permettre ou éclairer la lanterne des uns et des autres. Donc, il y a une opacité. Il y a une opacité, on doit en dire évidemment de quoi s'agit-il. Est-ce une continuité ou initiative personnelle du CNRD? L'un dans l'autre, c'est une très bonne chose parce que ça va permettre, s'il est tenté que c'est quelque chose qui va être effective dans les jours à venir, parce que le délai aussi, on dit bientôt. Ça peut être une communication. Bientôt, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans. Une communication trop vague. Et moi, ça peut être même une lapalissade de dire que l'actuel ministre de Transport brille dans ses déclarations, quelquefois même, disons, insensées. Parce que tout simplement, au niveau de l'habitat, lui qui avait promis au niveau de Kobaya ici des logements sociaux, on avait cru effectivement que tous les fonctionnaires pourraient avoir, enfin, ce qu'on appelle des logements sociaux modernes. De là-bas, il est allé au niveau de télécommunications. On a entendu ici Guinée Télécom comme si c'était quelque chose déjà acquis et que la Guinée pouvait sortir dans cette galère liée à la connexion et tout ce qui s'ensuit. Alors qu'en réalité, c'est un véritable fait de paille. On sait évidemment que les moyens ne sont pas là et que les lignes n'ont pas bougé, c'est ça la vérité. Alors si la même personne vient au niveau de transport pour nous annoncer cela, on est d'accord, c'est une très bonne chose. Tout ce qu'ils ont dit ici, dans le cadre des avantages liés au décollage économique et cette ouverture économique que la Guinée pourrait bénéficier de certains pays de la sous-région, notamment le Mali, le Burkina, le Niger et certains États évidemment, c'est une très bonne chose. Mais on ne nous a pas expliqué évidemment de quoi s'agit-il et comment on a un vrai contour de ce évidemment projet, de quoi s'agit-il et comment on est arrivé à ce stade-là. Je crois que c'est important. Mais malheureusement, on n'aura pas l'occasion effectivement de l'avoir pour qu'on puisse lui poser toutes ces questions-là. Parce qu'à côté ici, on nous annonce de l'arrivée disons de bus, 80 bus. Donc je crois que c'est quelque chose. On a même tenté d'avoir quelqu'un hier au sein du département, malheureusement. Donc c'est important. Voilà, donc c'est le même ministre, c'est les mêmes déclarations. Moi, je m'en méfie. Allez, il faut le dire, hein, nous ne sommes pas quand même, malgré que nous reconnaissons que le gouvernement guinéen est très pugnace, mais il ne faudrait pas confondre notre placidité à la crudilité. Hein, crudilité, c'est ça. Crudilité, oui, crédibilité. Non, pas crédibilité. Non, c'est ce que je dis. C'est la famille qui se retrouve après maintenant, on mange la Guinée crue. Allez, ça va jusque-là. Oui, ça va jusque-là. On parle de ce moi, je pense que nous sommes crédules. Oui, nous sommes trop crédules. Trop. Je pense que nous sommes crédules. Ah oui. Oui. Ça, non, c'est à ça il pense. Non, exactement. Ça, c'est quelque chose. Moi, je pense que c'est. Pour moi, c'est difficile d'aborder ce sujet. Vraiment comme ça, banalement, qu'on parle de construction ou de reconstruction, de démarrage des travaux de cette ligne Conakry-Kankan, Conakry-Frontière Mali, en parlant peut-être, en essayant d'être beaucoup plus précis, en parlant de Kouré-Malé, sans faire allusion au travail qui avait été abattu par rapport à la ligne Conakry-Kankan d'abord. Et ça, on a parlé des années bien avant la Première Guerre mondiale. Dès que la France a mis main sur notre pays, les travaux ont été mis en place. Et je rappelle qu'il y a environ, si on fait les calculs, on a l'impression quand on mettait ces rails, chaque kilomètre, il y avait un mort. 620 morts. Les travaux, sans parler des blessés, ni peut parler des personnes qui ont été handicapées jusqu'à la fin de leur vie. L'histoire est têtue. L'histoire est têtue, mais on doit se réveiller et comprendre jusqu'où c'est grave. Quand je parle de ce sujet, qu'est-ce que je vais ressortir là?
c'est un jugement. C'est quand même, pour moi, on devrait avoir un procès. Bon. À l'image du procès du 28 septembre. Oui. Pour ceux qui ont démantelé ces Pour ceux rails, qui ont démantelé. c'est le bon moment. Depuis Conakry jusqu'à Kankan, ou depuis Kankan jusqu'à Conakry. Tous ceux qui ont été impliqués, préfecture par préfecture, district par district, sous-préfecture par sous-préfecture, doivent répondre. Absolument. Ceux qui sont morts, Le mal est on profond. fera le jugement, on mettra une chaîne sur leur tombe. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à vraiment dans la tombe, qu'ils purgent leur peine. Parce que c'est dur, il y a eu des morts. En un laps de temps, on a fini d'arracher tout ce qu'on appelle rail, boulon, crapaud, je ne sais encore transversal, tous ces trucs-là. Juste pourquoi? Pour la ferraille. Pour se remplir les poches. Ceux qui le faisaient, ils étaient accompagnés des militaires, des gendarmes pour leur protéger. Par localité, par endroit, il y a eu des citoyens qui se sont levés, il y a eu des voix qui se sont levées pour s'opposer à ce démantèlement. Malheureusement, le pouvoir est très fort. Et ça, je pense que ce n'est pas fini. Il y a un rapport, le rapport que j'ai même sous les yeux, qu'on peut utiliser et appeler à la barre ceux qui ont été accusés pour qu'ils puissent répondre à leur forfaiture. C'était vraiment trop. Ces rails, ces travaux devraient aller au-delà de nos frontières. Benti, Kankan, on ne parlait pas de Conakry parce qu'il n'y avait pas de port encore. Et c'est après qu'on a commencé à parler de Conakry parce que Benti, c'était un port négrier. C'est là ça existait. C'était le plus port facile. de Benti. Le port de Benti. Conakry n'existait pas, le port précisément n'existait pas. C'est un peu plus tard. Et au moment où on a commencé à dépasser les frontières guinéennes, c'est en ce moment a commencé la Première Guerre mondiale. C'est pour cela qu'on n'a pas eu la chance de relier, avoir une ligne Conakry, Kankan, Bamako, Haute-Volta, alors Burkina Faso, ainsi de suite, jusqu'à on se retrouve du côté du Nigeria. C'est-à-dire qu'on pouvait, à travers le train, s'embarquer à Conakry, aller jusqu'au Nigeria au moins. Et imaginez, c'est une colonne sur le plan économique, le développement que cela pourrait apporter. Mouvement des passagers, mouvement des marchandises. C'est qu'on achète aujourd'hui peut-être des bananes plantains qu'on achète 25 000, 30 000. Si les rails fonctionnaient normalement, c'est sûr, à peine si on allait payer 4 5 000 francs guinéens. Mais malheureusement, il y a eu des Guinéens qui se sont levés, pour quelle raison, je ne sais pas. Ils ont démantelé des boulons, ils ont pris de tout leur temps. Le dernier, je crois, le dernier train a quitté Conakry, c'était comme on avait Kankan, c'était en 95 précisément. Depuis lors, il y a plus de, on n'a plus parlé. Non mais c'est grave, c'est assez grave. Et c'est que moi j'ai eu la chance de pouvoir connaître sur la ligne, environ 135 km, Sangaredi, comme ça, il y a un train minéralier qui existe, mais il y avait un train passager aussi. On empruntait à tout moment. Oui, évidemment. Des trains passagers, Oui. c'était facile. Vous allez voir, vous avez le temps de découvrir la nature, mais sur le plan économique, Moins de bouchons. Moins de bouchons, on ne parle pas. Le seul arrêt, c'était de tendre les arrêts pour permettre aux trains minéraliers de passer et puis vous continuez le chemin. Cela a duré des décennies. Imaginez la même chose si on avait laissé ces rails-là. Mais malheureusement, des Guinéens entre griffes, je ne sais même pas si c'est des Guinéens qui ils sont permis d'arracher ces rails. Ceux qui sont morts, ils sont morts, mais ils vont répondre. Ceux qui sont vivants, on doit tout faire pour qu'on réponde. Parce que le développement aujourd'hui, je peux dire, notre retard en partie, c'est lié à ce démantèlement. Je suis dans le secteur de l'agricole, je sais ce que cela représente. Du côté de Kimbia, à Figiagbé, il y a un point qu'on appelle la gare. Et cette gare, c'est j'ai fait un grand reportage. Que je vais te faire voir dans les. Ce n'est pas une simple gare de nom comme ça. C'était vraiment de nous permettre d'avoir des marchandises. J'ai eu l'ancien directeur, le chef de gare, qui habite juste à côté, dans des maisons à l'image des années 1958. Je l'ai eu. Il m'a expliqué un peu comment tu retrouveras même des locomotives. Oui, mais bien sûr. Quelques wagons. Quelques wagons. Certaines voitures qui sont encore là, il y a des voitures jusque-là qui sont là et qui ne sont pas valorisées, parce que ça doit se retrouver. Bien sûr, les voitures là doivent se retrouver dans les musées. Exactement. Mais après c'est la Guinée, malheureusement. C'est ça. C'est la Guinée. C'est ça. Moi je pense qu'il faut qu'on se réveille, qu'on essaie de comprendre. Ça peut être un projet énorme, c'est vrai, mais c'est un projet qui va rapporter
des milliards et des milliards pendant des siècles, s'il faut le dire comme ça. Parce que imaginez, les travaux d'études ont commencé en 1888-89. Et les premiers ont commencé en 1900. On a fini aux environs de 1914. C'est grave. Donc moi je pense qu'il faut qu'on après tout ça, on fait tout ça des individus qui se prennent pour le roi, le roi Louis XIV ou je ne sais quoi, viennent démanteler, revendre, préparer l'avenir de leur enfant et adosser, affaisser la responsabilité de l'État. Oui, c'est ce que je dis. C'est pourquoi aujourd'hui on est en train d'interpeller. Parce que plus d'un milliard, il y a plus d'un milliard sous Alpha ont été quand même annoncés. Aujourd'hui le CNRD avec le gouvernement vient annoncer un autre projet. Ça nous parlait de ces 1 milliard. Comment ces 1 milliard ont été utilisés, ces 1 milliard de dollars? Mais quand même, il faudrait qu'à un certain moment qu'on se réveille. Quand ils vont dire non, il faut qu'on se réveille. Non, laisse tomber ça, c'est fini. Où est partie cette somme, cette forte somme? Ça a été englouti banalement par d'autres. Encore d'autres. Ça peut être même par le régime d'Alpha, parce que de 2011 jusqu'à 2021, quand même, c'est une décennie. Oui. C'est une décennie. C'est une grande responsabilité. Vraiment, il y a une grande responsabilité depuis le régime de Lansana Conté jusqu'à Alpha Condé. On devrait répondre, des gens devraient répondre. Forcément. Ce n'est pas dans l'intérêt d'une famille, d'une région. C'est toute une nation. C'est une colonne. C'est la colonne vertébrale de notre économie sur le plan agricole et social. Imaginez toutes ces préfectures-là. Et comme on appelle, Mamou, c'est un grenier. Mamou, c'est un grenier. Cancan, c'est un grenier. Kindia, c'est un grenier. L'ensemble de ces greniers-là sont reliés par ce chemin de fer. Absolument. Sont reliés par ce chemin de fer. Et banalement, il y a des accidents qu'on enregistre aujourd'hui sur nos routes. On ne va jamais les enregistrer à travers comme on appelle, le chemin de fer. Ce n'est pas possible. Parce que c'était clair. Mais malheureusement, des gens, je ne sais pas quelle mouche les a piqués. Ils nous ont piqué aussi nos rails et aujourd'hui, on est là, les marchandises pourrissent, vous ne savez pas déplacer. Oui, on n'a pas de conserverie. Non, on n'a pas de conserverie. Allez-y à Mamou, vous verrez. Comment on appelle les Mercedes bus ou les minibus, comme on les appelle couramment, les bambans, les bambagnis, c'est ça. Les bambagnis, les déplacer juste Kindia, Conakry. Quand vous avez un chargement d'ananas dedans, c'est pas moins d'1,5 million, 1,6 million que vous donnez. Vous m'expliquez la dernière fois qu'à cause du transport, les pauvres femmes qui viennent acheter sur place lors de la production cassent les prix. Ah oui. Parce qu'après tout, le transport... Ils te disent l'ananas, oui, moi ça, ils mettent en plusieurs catégories. Il y a des plus gros, il y a des moins, il y a les plus petits. Ils peuvent t'ennuyer dans ton champ, hein. Ils viennent, ils disent bon voilà, ça les petits, ça moi je prends ces ananas, 5 ananas, ils te disent 5 ananas, je prends ça à 2000. Ils disent ça, les autres là, je prends ça. Maintenant les plus gros, on dit là on va les peser, là environ 30, si tu as 30 kilos, on te dit on prend ça à 80 000. Actuellement c'était monté, à un moment c'est arrivé jusqu'à 180 000, c'était le top. 180 000, 30 kilos. Vous voyez ce que ça fait? Donc il y a... Tout ça, c'est parce que vous n'avez pas la possibilité de transporter facilement. Ces femmes-là viennent au champ. Vous n'avez pas la possibilité de transformer sur place. Aucune possibilité. Si vous ne revendez pas, vous perdez. Vous ne transformez pas, vous ne conservez pas. Oui. Pas de transformation, pas de conservation. Donc, les femmes, quand ils viennent d'abord vous couper. Vous ne discutez pas le prix d'abord. Hein. Ils coupent tout est là. Et donc, maintenant, c'est elle qui fixe les prix. Après avoir fixé les prix, on te dit, voilà, c'est ça. Tu n'es pas d'accord, et puis voilà, on te laisse avec. Maintenant, si peut-être tu es nerveux, tu dis, ok, moi aussi je prends un déplacement, tu envoies. Mais beaucoup n'ont pas ce temps de déplacer un véhicule, de venir prendre et envoyer à Conakry. Tout ça parce qu'on n'a pas ces différents services qui devraient exister, transformation, conservation. Et le transport, ce n'est pas facile. Et surtout le transport. Oui. Surtout le transport. Oui. Donc moi, je pense que l'État devrait se réveiller, travailler sur ce projet. C'est un projet énorme qui est là, qui va être super intéressant. Moi, je pense qu'à travers Vallée, à l'époque, le président Lula était là. Et le lancement, la pose de la première pierre a eu lieu à Dixingar, en face de la casse. On était tous contents. On pensait que c'était parti pour un réel projet. Mais je pense qu'avec le président Alpha Condé, après, on s'est rendu compte que, je ne sais pas si c'est l'écartement des rails qui posait problème. Ça aussi, ça n'a pas continué. Si vous remarquez, à un moment, je crois, de Dixine jusqu'à quelques kilomètres comme ça, ils avaient essayé de mettre en allant en ville. Mais ça n'a pas abouti. Mais tout ça, c'est possible de faire quelque chose. Si on accepte de travailler sérieusement, un projet sérieux, qu'on ne demande pas, qu'on n'essaye pas d'arnaquer les gens, qu'on ne demande pas les dessous de table, un bon travail pourrait être fait. Bien. Et dans 10 ans,
20 ans, on pourrait avoir des rails. Osons croire que ce gouvernement va réussir là où l'ancien président Alpha Condé a échoué en 2011. Quant à la relance de ce chemin de fer, il faut le dire, Conakry, Kankan, frontière, Mali. On va avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs au stand. 629 95 67 67 629 95 67 67. Bonjour Abdallah et à l'équipe des chroniqueurs. Sincèrement, disons-nous la vérité que ce pays est extraordinaire. En ce sens que, après 5 bons mois passés, après l'incendie, on nous demande de procéder à une enquête après que tout ce qui a été prévu, bon, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il veut écrire. Et d'autre part, les mêmes personnes qui diligentent l'enquête nous servent une locution comme quoi d'écarter toute piste d'incendie criminel. Honnêtement, comment pourrons-nous voir du clair dans cet incendie? C'est juste une sortie aux demandes croquignolesques de l'État, voire mirifiques. En ce qui concerne ces voies ferrées, on a l'impression que ces ressources naturelles, y compris la bauxite, fer, ont rendu nos dirigeants paresseux. Et cela devient un danger pour nous à travers ces pollutions d'air et la destruction de la nature pour un résultat négatif, néant. Mais c'est là aussi la Guinée où c'est lui ou celui-là qui est capable de décrier, voué à l'hégémonie, rejeté par une bande d'incompétents et d'incapables. Le Démétitan est acclamé. C'est Alpha Zidane, notre fidèle auditeur, ambassadeur du côté de Kiroti. Et on enchaîne avec notre Alpha Djambouya, toujours sur le 629 95 67 67. Gawal est devenu le diplômé de l'usine de la promesse de Alpha Condé. À chaque poste, il fait une promesse qui ne sera jamais réalisée. Merci Alpha Condé d'avoir enseigné Gawal. Le PM a éclairci l'opinion maintenant. C'est au peuple de prendre son destin en main. Unissons-nous. Il faut que nos dirigeants nous prennent au sérieux. Il faut qu'ils mettent l'intérêt de la nation devant au lieu de leur intérêt personnel. Touré est à la base du retard de la Guinée. On ne peut pas tuer les intellectuels dans un pays car ce sont les ressources humaines. Mamadou Alpha Djambouya depuis Koloma qui nous laissait ce message. Nous on tourne la page et on parle d'autres sujets. Oui, cette fois un sujet qui nous tient à cœur. Il faut le dire parce que depuis l'explosion du dépôt d'hydrocarbures, c'était en décembre dernier. Les enquêtes en tout cas annoncées n'ont toujours pas porté fruit. Plus de 5 mois après, nous attendons toujours les résultats de cette fameuse enquête avec des incendies qui s'enchaînent et se déchaînent dans la capitale et environ. Yaya Diallo a bien voulu qu'on touche ce sujet ce matin. Yaya Diallo, on en parle et ça nous inquiète. Des incendies qui interviennent chaque semaine, chaque jour, chaque heure à Conakry. Aujourd'hui, les dépôts d'hydrocarbures, l'explosion du dépôt d'hydrocarbures reste comme une fatalité, si on peut l'appeler comme ça. Donc, pour une fatalité, nous n'avons pas besoin d'enquête. Est-ce qu'on... Oui, c'est ça. Si les enquêteurs eux-mêmes disent qu'il faut écarter la thèse criminelle, l'incendie, les enquêtes n'ont même pas démarré. Là, il faut parler de fatalité. Est-ce que, comment on appelle notre génie qui se trouve à Kaloum? Comment on appelle? Il y a un nom qu'on lui donne à Kaloum. Et comment on l'appelle? Je sais pas. Hein, il y a un nom qu'on donne au génie de Kaloum. Oui, le génie de Kaloum, peut-être c'est mal réveillé. Basikolo. Basikolo. Peut-être que c'est Basikolo qui n'était pas content. Il va encore nous dire ça? Écoutez, déjà à ce niveau, il y avait une contradiction au plus haut sommet de l'État. Certains voient écarter naturellement toute piste criminelle, mais la communication la plus officielle, c'est celle du président, qui avait dit demander à qui des droits de mettre en place ce qu'on appelle une commission d'enquête. Ce qui sous-entend qu'il y avait une confusion, un doute quelque part. Quand on parle d'enquête, s'il n'y avait pas une piste criminelle qu'on devrait mettre en avant, naturellement, je ne voyais pas la raison pour laquelle on devrait mettre en place une commission d'enquête. La question qu'il faut se poser, où en est-on avec cette commission d'enquête ou ces commissions d'enquête? Parce que depuis le mois d'octobre, octobre, novembre, c'est en décembre. Évidemment. L'explosion, c'est en décembre. Depuis décembre jusqu'à date, c'est devenu un véritable... Exactement le 18 décembre. Un quotidien malheureux pour les Guinéens.
chaque jour, chaque semaine, c'est des incendies ici là. Et là, c'est une autorité pas les moindres, pas la moindre pour ainsi dire, c'est le ministre de la sécurité, c'est le ministre de la justice actuel qui dit qu'il refuse d'admettre que tous ces incendies sont d'origine, disons, technique, tout simplement. Qu'il refuse de le comprendre, de le croire. Alors, ça sous-entend qu'il se met à la place de nos citoyens qui se posent des questions. On est dans un État. C'est à l'État de trouver, disons, de mettre en place toutes les dispositions qu'il faille pour pouvoir, évidemment, s'il y a naturellement quelque part ici des actes de sabotage, pour pouvoir dénicher tout cela et faire comprendre à l'opinion de quoi s'agit-il. Parce que du dépôt central de Kaloum, en passant par le dépôt logistique DDG Hamdallah ici, en passant par certaines infrastructures universitaires, par le ministère de la Culture et certaines habitations privées. Et l'Université Générale Lansana. Évidemment, l'Université Générale Lansana Conté, en passant par des habitations privées, on en a dénombré assez. Et on a besoin d'avoir des explications. Et je crois que c'est important parce que le premier ministre chef du gouvernement, lors de sa toute dernière conférence de presse, en avait fait cas. Il en avait fait cas pour dire, évidemment, il y avait quelques personnes, quelques individus qui pourraient être, disons, des auteurs de ces sabotages, parce qu'il avait dit que il y avait certains qui voulaient vaille que vaille vampiriser, ce sont les termes utilisés par l'OPM, l'économie guinéenne. Donc, ils font flèche de tout bois pour pouvoir agenouiller économiquement la Guinée. Dans la communication du Premier ministre, j'ai dû comprendre par là que l'État pourrait même douter de certains même qui sont dans certains services étatiques. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un conflit d'intérêts, et ceux qui sont lésés dans leur position peuvent évidemment répondre d'une manière ou d'une autre ou procéder à des actes de sabotage tout simplement. Parce que le Premier ministre a dit que nous comprenons qu'il y avait certains qui optaient pour un bateau thermique et qui coûterait cher à la nation, et puisque cette thèse a été écartée, ou cette possibilité a été écartée, ils ne sont pas contents. Ça, c'est le PM qui dit ça. Il dit que certains aussi ne sont pas contents pour cette interconnexion, parce que tout simplement, leurs intérêts ne sont pas pris en compte. Est-ce qu'on peut parler là, disons, une juxtaposition d'un conflit d'intérêts à l'interne, ce qui pourrait aboutir, disons, à cette vague d'incendie? C'est devenu même une hémorragie. Ça passe à tout moment. On se pose la question, comment ça se passe? Et de l'autre côté aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les agents contractuels de l'EDZ ne sont pas payés il y a longtemps. Je l'évoquais tantôt. Ça, c'est un aspect. Donc, l'un dans l'autre, est-ce qu'on peut, disons, essayer de faire un parallèle? Il y avait une communication aussi de la DCI aussi qu'on avait fait passer sur les zones de la RPG, où on nous faisait comprendre effectivement qu'il y avait des forces obscures qui pourraient être, disons, derrière tout cela. Je crois que c'est à l'occasion. Et là, ça a été, et là, ça a été la plus mauvaise communication de la direction de la communication et de l'information. Je l'assume. C'est vous qui le dites? Non, je l'assume. Vous savez pourquoi? En journalisme, on ne doit jamais tenir un propos si on n'en a pas les preuves. Mais sauf que aujourd'hui, si là-bas, ce n'est pas de journalisme, tu l'as dit communication. C'est ce que je vous dis. Malheureusement. Ce que je vous dis, on dit direction de la communication et de l'information. Et c'est communication qu'ils ont fait. Ce n'est pas de l'information. Mais là, c'est ça le souci. Merci. C'est ça le souci. C'est le chapitre communication qu'ils ont utilisé. S'il faut soulever des écoutez, ça des contradictions ou des manquements, non, ça c'est très grave. On en fera si c'est pour faire les éloges du président, je peux comprendre. Hein? Nous avons des propagandistes qui existent, tu le sais. Nous avons des journalistes qui ont été achetés à lieu et place des journaux. Ça existe dans ce pays. Nous le savons. Ce sont des réalités vivantes, palpables, aujourd'hui, qui existent en République de Guinée et partout dans le monde, évidemment. Mais ce que je ne comprends pas, où des Guinéens sont morts, où des Guinéens sont morts, où dans un premier temps, le gouvernement écarte la thèse criminelle, et qu'après un édito de la DCI vient nous dire que c'est des complots.
Ah, il y a une contradiction. Il y a une contradiction là. Qui dit vrai? Il y a une contradiction là. Les enquêtes annoncées ont donné quoi? Ouais. Est-ce que le gouvernement ou ce régime se reproche de quelque chose? Vous voyez, il y a tant de questions. Mais la question qu'il faut se poser d'abord, qui seraient ces comploteurs? Est-ce que ce sont des comploteurs qui sont à l'interne ou ce sont des comploteurs qui peuvent être à l'externe? Il y a tout ce problème-là. J'ai dit bien, il y a là un véritable problème. Et les incendies continuent. Et là, on a besoin des explications. Ouais. On a besoin des explications. Il y a eu, il y a le ministère de la Justice qui avait dit qu'il y avait des informations judiciaires qui devraient s'ouvrir des enquêtes. Il a même mis en place des numéros verts pour des enquêteurs. Je crois que c'est pas... On a besoin des actes. Ce n'est pas une nouveauté. Des actes concrets. On a besoin des actes concrets parce que là, les pertes sont très énormes. Et nous sommes dans un état. Et laissez-moi vous dire que c'est pas du hasard, ça. C'est pas, on peut pas accuser à tout bout de champ ce qu'on appelle les courts-circuits comme étant, disons, toutes les qui peut être à l'origine de tous ces incendies, justifier tous ces incendies à répétition dans notre pays. Il y a là l'État qui ne se bouge pas. L'État qui ne fournit pas d'efforts. L'État qui se met à la place des citoyens en dénonçant un complot. Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous, citoyens? Bon Dieu. C'est à l'État de prendre ses responsabilités pour pouvoir, évidemment, nous dénicher ce qui peut être effectivement, ce qui peut être à l'origine de ces différents incendies. Et si vous vous rappelez, l'accélération de ces incendies, la multiplication de ces incendies est partie de l'explosion du dépôt central du Doka. Non, du dépôt logistique DDG. À partir de là, parce que... Et là également, on nous annonçait qu'une inspection devrait venir le lendemain, comme par magie. Quelques heures avant, il y a cette explosion. Ce pays est juste magnifique et incroyable. Et nous apprend aussi par endroits, évidemment, que l'État devait beaucoup d'argent aussi. C'est-à-dire qu'il y avait un gap de plus d'une 300 de millions que l'État devrait payer à l'EDG. Donc tout cela n'est pas fait. Parce que pour beaucoup de personnes, en réalité, même ce manque de courant électrique, c'est relié évidemment à tout cela. Donc on ne nous dit pas la vérité. C'est pourquoi j'ai dit à un certain niveau, la communication aussi, c'est de dire la vérité. Vous ne pouvez pas à tout bout de champ vouloir masquer les choses parce que à tout bout de champ, ça peut aussi vous revenir sur la figure. Donc ce qui se passe dans notre pays ici, en réalité, c'est du non-comment. Et on a besoin des explications. Et quand le ministre de la Justice lui-même se met dans un cadre de dénonciation et se pose des questions, nous, citoyens, on se demande à quel sens c'est voué. Oui, à quel sens. Oui, Mohamed, c'est quand même déplorable de voir ces annonces, ces effets d'annonce, sans qu'aucun résultat palpable ne soit quand même trouvé jusqu'à aujourd'hui. Ça m'écoeure même d'en parler, parce qu'aujourd'hui, on en a comme marre, il faut le dire. Quel résultat vous voulez avoir? Oui, mais quand on ouvre des enquêtes, cher ami, quand on ouvre des enquêtes, on a besoin de résultats. Qui vous a dit qu'il y a une enquête? Donc il n'y a pas eu d'enquête. Non mais avec cette explosion, aucune enquête. Qui vous a dit qu'il y a une enquête où on doit mener des enquêtes? Vous avez parlé du cas de Ousmane Gawal qui a donné quelque chose que ça n'a rien à voir, que ce n'est pas criminel, que ce n'est pas je ne sais quoi. Quelle enquête, quel résultat vous voulez avoir? On parle au niveau, vous avez parlé de DCI tout à l'heure. DCI, c'est une voix, pas n'importe quelle voix. Ce n'est pas voix d'un simple service public, hein. C'est la voix de la présidence. Ah oui, c'est ça, c'est difficile. Mais c'est ça, hein. Ah oui, désolé, mais c'est ça aussi. Je ne dirais même pas, j'essaie d'aller sur la pointe des pieds en disant, est-ce que la DCI n'est même pas au-dessus du ministère de l'Information et de la Communication, au-dessus de la RTI? Je ne sais pas. À un certain moment, sous notre ami, c'était vraiment la DCI. La reine DCI. Vraiment, DCI en or. La reine. C'est ça aussi. Donc, mais depuis son départ, on a comme l'impression que les gens là, ils sont devenus... La DCI est devenue mieux. Est-ce que toi aussi tu veux me dire que ça a été créé pour quelqu'un? Ça a été créé pour Moussa Moïse dans un premier temps. Moi, je l'ai pas dit. Non, laisse-moi aller. Hein. Moussa Moïse qui est venu quand la DCI existait. Car avec la nomination de Moussa Moïse, on a compris que oui, la DCI était un pouvoir puissant. Donc moi, parler d'enquête... Il ne faut pas vous attendre à avoir un résultat parce que ce qui donne le résultat n'est pas en place. La machine n'a pas été lancée.
En tout cas, je vais entendre quelqu'un qui va me dire oui, les enquêtes sont en cours, en tenant compte de ce qu'a dit Ousmane Gawal, en tenant compte de ce qu'a dit vraiment cette sortie où je ne sais même pas c'était quel genre que nos frères, nos amis de l'autre côté, nos collègues, nos confrères ont utilisé. Si c'était un biais, si c'était un commentaire. Moi, je ne sais pas si c'était un biais, un éditorial ou un commentaire. Je me perds même dans le style. Dans ces détails techniques, je ne rentre pas dans ça. Ce qui reste le genre. Voilà. Donc quel genre tu as compris? Parce que le commentaire, il est libre. Hein. Oui, il est libre. Donc, mais sa liberté. Je ne vais pas le. Parce que chaque fois qu'on parle d'un genre, chaque genre a sa portée, a ses limites. Oui. Quand on parle de biais, on sait le biais commence où et ça se termine à quel niveau. Et quand est-ce qu'il faut utiliser le biais, quand est-ce qu'il faut utiliser l'éditorial, la différence entre le biais et l'éditorial et le commentaire, je crois, parfois il y a du méli-mélo. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui est clair, pour moi... Non, il donne quelques notions. C'est important, on ne rentre pas dans ça. Non. Enseigner, oui. Enseigner, c'est qu'en réalité, on mélange tout. Non. On parle de DCI, donc je ne vais rien dire. Non, pas de la DCI. Je ne réponds pas à ce que tu viens de dire là. On parle de la DCI, donc on parle déjà journalistique, au-delà même de la DCI. Non, mais déjà journalistique, il faut faire la part des choses. Oui, la DCI a des cibles. Oui. Donc, peu importe le genre qu'on peut utiliser. Et évidemment, il s'agit à ce niveau, on ne se soumet pas à un régime, on ne se soumet pas à une personnalité, on se soumet au professionnalisme. C'est le professionnalisme qui nous parle. Quand est-ce qu'il faut utiliser un biais, quand est-ce qu'il faut utiliser un éditorial, quand est-ce qu'il faut faire un commentaire, et sans même parfois oublier qu'on essaye de tout plus souvent résumer tout ça, l'ensemble de ces trois genres que je viens de citer. On mélange tout ça, on fait cocktail et on met dans reportage. De tout compte rendu, reportage. Biais, reportage. Analyse, reportage. Mais bref, c'est comme moi je peux dire. Tenez compte de... Regardez ce qui s'est passé avec notre frère Kay, du côté de Coronté, Kay Touré. Si on commence là, c'est la chaîne, on commence l'explosion et on parle de l'indemnisation des victimes. Si on inverse, on essaie de voir les réalités, on se rend compte qu'on ne peut pas bouger. Il n'y a aucune possibilité. Parce que rien n'a été mis en place, ou si quelque chose a été mis en place, n'a pas été respecté. Et si ce n'est pas respecté, l'enquête va aller jusqu'où? Parce que déjà, la communication est biaisée quelque part. Forcément. Donc, je pense qu'il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on s'accepte. Il faut qu'on s'aime. Si on n'arrive pas à s'aimer, ça va poser des problèmes. On est étonné. Vous avez parlé de fatalisme aujourd'hui. Au départ, moi, j'avais commencé à dire certaines choses. Vous pensez que j'avais trop... Ça, c'est des éléments qu'il faut comprendre. Oui. On le dit toujours, et je pense que c'est dans toutes les religions, Dieu ne dort pas. Soyons sincères entre nous. Soyons gentils entre griffes, je le dis, mais ce n'est pas le mot, c'est la justice. Il faut qu'on soit équitable. Rendons à César ce qui appartient à César. Ces incendies, pour moi, ne sont pas fortuits. Ce n'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, il ne faut pas accuser seulement court-circuit. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on se réveille. Aimons-nous, acceptons-nous. Il faut se dire la vérité. Accepter. Si par maison, du côté... Canadien, do you not? Who's that? Laisse ça, frérot. Ce que je peux te dire, il ne faut pas aller très loin. Allez, si une maison, si on doit, Kay Touré doit avoir 10 000 $ pour sa maison, multiplié par 55 familles, il faut donner 10 000 $, il faut donner 20 000 $ si c'est ça. L'argent là n'ira nulle part, c'est les Guinéens qui vont l'utiliser. Et ça va, ça ne vient pas de la poche de quelqu'un. Ça contribue aussi au développement du pays, même si vous devez les recaser. Mais pourquoi pas aller sur un consensus. L'État doit se racheter. L'État a contribué à agenouiller ce pays. On parlait tout à l'heure de chemin de fer. C'est l'État qui a agenouillé, qui a enlevé ça à sa population. Quand vous avez des opportunités d'aider cette population, il faut le faire les yeux fermés. Vous ne jetez pas l'argent. Parce que l'État a été crédible. L'État, oui. Maintenant, il faut se racheter une bonne répartition de ces biens à travers les sinistrés. Mais on ne le fait pas. On fait semblant qu'on fait une bonne gestion. Alors que non, on ne fait pas une bonne gestion pour le peuple. On fait une bonne gestion pour une minorité, vraiment, au niveau de l'État. Il faut qu'on arrête. Parce que si nous on n'arrête pas, Dieu va arrêter. Et si Dieu arrête, on continue à toujours enregistrer comme ça. Moi encore, j'ai en tête la saison des pluies.
Les maisons ont été... Ceux qui ont essayé de colmater ces briques là-bas, les frères et tous ceux qui sont autour de Touré, il y a un danger qui est derrière. Cher ami, en 5 mois, on devait quand même élucider les causes. Inondation. Les causes de l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. En 5 mois déjà. Mais si nous n'avons pas de spécialistes ici, ça nous coûterait quoi? Qui t'a dit qu'on n'a pas de spécialistes? Non, c'est un exemple que je donne. Non, parfois le Guinéen n'a pas confiance aux Guinéens. On pense que... Moi, j'ai trouvé, écouté sur une radio de la place ici, des jeunes qui ont fait des études, je crois, en Russie, qui connaissent très bien l'hydrocarbure, qui ont expliqué que c'était clair que ce qui est arrivé devait arriver depuis longtemps. Parce qu'il y a eu des dénonciations, on a attiré l'attention des gens. Même des citoyens lambda qui ne connaissent rien dans ce secteur, on dit, attention, enlevez ça ici, déplacez, déplacez, déplacez. On n'a pas tenu compte de cela. Jusqu'à ce que maintenant, les secteurs les plus proches, les populations commencent à envahir les sites qui sont aux environs de Conakry. Maintenant, on se demande où on va envoyer encore. Il y a quelqu'un même qui m'apprenait qu'il y avait des maisons à proximité où tu pouvais avoir du carburant. C'est pourquoi à chaque fois, à la sortie du port autonome, tu voyais des jeunes avec des bidons de carburant. Ce n'était pas des carburants qui sont volés au dépôt, mais il y avait des installations annexes ou connexes qui permettaient à certains citoyens d'avoir du carburant. Est-ce vrai, est-ce faux? Je n'ai pas eu le temps de vérifier. C'est une possibilité. Mais plusieurs citoyens avaient attiré mon attention à l'époque. Je n'avais pas pu tourner sur ce sujet parce que c'était très sensible. Et il fallait beaucoup de monde. Il y a des exemples un peu partout par rapport à cela. On appelle ça en matière, dans ce secteur d'hydrocarbures, des tuyaux siphonnés. C'est-à-dire, on fait un acte de vandalisme, on met des robinets quelque part, c'est eux qui savent les trucs qu'ils utilisent. Ils ont leur robinet de pétrole. On en a vu un peu partout. Le plus souvent, quand des cas d'incendie que vous voyez au Nigeria et autres là, c'est parce qu'on a essayé de siphonner l'installation, avoir le carburant à tout moment. C'est des trucs qui existent. Ça, c'est l'exemple là. Du côté de la... Je prends tout l'exemple de la CBG parce que c'est là-bas mon monde. Où on a arrêté des employés, mis en prison, parce qu'il y avait un robinet derrière le garage. Et cette fois-ci, c'est connu par un groupe de personnes qui se servaient tranquillement sur le tuyau. Donc, du côté de Coronti ou je ne sais pas d'où, c'est une possibilité. Le dépôt, oui. Aux alentours. Donc, l'enquête, ils n'ont qu'à nous dire, est-ce que c'est parce que ça a été siphonné? Est-ce que c'était un tir? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui a fait ceci? Il y a plusieurs possibilités. Qu'on nous dise juste ce qui s'est passé. Mais sinon, c'est le peuple guinéen qui va continuer à souffrir. Donc c'est le peuple qui va forcément souffrir. Et nous allons aller avec toujours les réactions d'auditeurs et de téléspectateurs au stand 629 95 67 67. Bonjour Abdallah et à tous les chroniqueurs. L'inaction prolongée du gouvernement face à la nécessité d'une enquête sérieuse sur l'incendie de Kaloum soulève des questions graves sur sa volonté réelle de rendre des comptes et de garantir la justice. Cette attitude peut être perçue comme un affront à la justice et à la transparence, sapant ainsi la confiance du public dans les institutions gouvernementales. Bonaoula, le coordinateur de Donki Faloulaï, un fidèle auditeur de cette émission Le Scanner. Bonjour les chroniqueurs de cette grande émission Le Scanner. Moi c'est Mohamed Papi depuis Tanene Bouramaya. Il y a une semaine j'ai commencé à écouter votre radio et depuis lors je suis accro à tous vos programmes. Le travail est vraiment impeccable. Désormais je suis ambassadeur de ce média d'Amazit. Allez, un autre ambassadeur autoproclamé. Comment il s'appelle? Mohamed Papi, hein, du côté de Tanene. Allez, Papi, ça veut dire quelque chose le nom de quelqu'un. Ouais, Papi. C'est le nom de mon garçon. Allez, Papi, donc, vous êtes mon garçon. Hein, donc, Tanene Bouramaya, il y a également, on a encore, vous qui êtes le coordinateur, un autre ambassadeur qui se désigne du côté de Bouramaya. Hein. Merci en tout cas pour la fidélité de ce côté. Et merci pour cette marque de confiance. Restez toujours en notre compagnie. Et vous ne serez pas dessus du côté de Tanene. Bonjour les journalistes. Ce projet de train Conakry-Kankan doit être mis en œuvre pour une bonne relance économique de la Guinée. Les politiciens véreux doivent faire doucement abat un retour précipité et sauvage à l'ordre constitutionnel comme en 2010. On ne peut pas tromper le peuple à tout le temps, donc ils sont pressés pour venir
nous braquer. Aboubakar Ben Silla de Kipé. Merci vraiment Ben de nous avoir écrit ce message. Bonjour, c'est Souleymane Barry et Kenyeko. Le papa promesse a laissé le fils promesse. S'il veut nous aider, nous préférons les actes. Allez. Donzo Sekou, notre ami du côté de Caporo le Plumatique. Bonjour le grand journaliste. Mon pays, la Guinée. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans le pays de Sékou Touré, le pays de Lansana Conté, le pays d'Alpha Condé. Donc ne vous étonnez pas, tout ce que nous dirigeons, tous qui nous ont dirigés vont dire il y a quelque chose qui est caché, ils ont peur de te voir, mais Dieu seul sait ce qui s'est passé, que Dieu nous pardonne. Merci cher ami du côté de Caporo. Bonjour, Mohamed Ba a totalement raison. Depuis l'aube des temps, le peuple de Guinée est toujours victime de ses dirigeants. L'État a contribué à échenouer le peuple et continuera aussi pour toujours tant que nous ne demandons pas à ce qu'il soit vertueux. C'est Alpha Zidane, notre ambassadeur du côté de Kiroti, qui nous laisse cette réaction. Au lieu de sympathiser, ils n'ont qu'à nous dire où se trouvent les milliards qu'ils ont récoltés au niveau de l'incendie. Mamadou Alpha Djambouria. Là, il a raison. Il faut rendre des comptes. Toujours continuer avec vos différentes réactions sur le 629 95 67 67 ou sur notre page Facebook Kavi TV ou groupe Kavi Média. Là également, nous sommes en direct et vous pourrez laisser vos différentes réactions. Diallo, oui. L'avant-dernier conseil de ministre, le président aurait demandé au PM de superviser les commissions, enfin la commission d'enquête qui devrait être mise en place. Et Baouri lui-même l'a réitéré lors de la conférence de presse qu'il a été désigné par le président de la République de superviser les travaux. Donc c'est connu de tous. On a besoin d'avoir des résultats sur cette question-là. Alors, qui sont ceux qui sont concernés par cette commission, ceux qui ont été désignés, les ministères qui sont impliqués, enfin les services étatiques qui sont concernés par cette enquête-là, ou bien c'est tout simplement pour essayer un peu d'endormir la conscience des uns et des autres. Mais en réalité, on en a besoin. Si nous n'avons pas d'explication, puisque c'est l'État même qui a initié la mise en place de cette commission d'enquête-là, si on ne nous dit rien, ça sous-entend que l'État est entièrement responsable de ce que nous vivons ici. C'est pourquoi on parle de l'État. L'État, c'est vrai qu'on dit c'est vous, c'est moi, mais il y a là des personnes qui incarnent l'État. Oui. C'est le chef de l'État, c'est le gouvernement, c'est tout ce que vous connaissez. C'est le préfet, c'est tout ce qui s'ensuit. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Donc, de ce point de vue, on a besoin d'explications jusqu'à ce qu'on nous dit, évidemment, voilà ce qui est à l'origine de tout cela. Et c'est en cela aussi. C'est là où j'ai dit, si vous me permettez, de taper un peu sur nos hommes politiques. Aucune communication allant dans ce sens. Ouais. Les responsables politiques, les acteurs de la société... Ils sont préoccupés que par des élections. Par des élections. Que par des élections. Personne n'en parle. Le peuple est abandonné à son sort. Les responsables de la société civile, les partis politiques devraient quand même communiquer dans ce sens exigeant contraindre l'État enfin d'avoir des explications, pour qu'on ait des explications fiables pour ce que nous sommes en train de faire, évidemment. Mais on ne le fait pas. Alors que là aussi, c'est quelque chose qui concerne fondamentalement la vie de la nation. On n'en fait pas cas. Et c'est devenu un véritable problème pour nos hommes politiques. Nos hommes politiques qui n'en font pas en réalité les choses les plus essentielles, une priorité. On s'occupe que de questions liées à l'élection et tout ce qui s'ensuit. Alors si c'est comme ça, vous ramenez une mauvaise image aux yeux de la population, aux yeux du peuple de Guinée, parce que tout simplement, on dira, évidemment, ils ne sont concernés que par leurs intérêts personnels, donc les élections. L'incendie, on aurait dit quand même, disons, exiger de nos autorités, disons, d'une explication pouvant nous permettre de savoir de quoi s'agit-il. On ne peut pas, de décembre jusqu'à date, nous dire évidemment que c'est qu'on nous met dans une communication, disons, contradictoire. Tantôt c'est le porte-parole qui nous parle d'écarter d'une piste, toute piste criminelle. C'est le président qui exige à ce qu'on puisse mettre en place une commission d'enquête. Et c'est le Premier ministre qui vient nous dire évidemment il y a des actes de sabotage à l'interne. Et c'est le ministre de la Justice qui nous dit qu'il ne peut pas et qu'il refuse d'admettre que tout ce qui se passe ici peut être lié
à des questions techniques. L'un dans l'autre, on a besoin des explications. Et les acteurs qui sont concernés doivent pouvoir évidemment communiquer pour que nous puissions sortir. Parce que l'île ne sait qu'est-ce qui adviendra demain si rien n'est fait aujourd'hui. On est exposé à tout. Il faut craindre pour l'avenir. On est exposé à tout. Vous pouvez imaginer qu'à chaque jour, qu'on peut vous interpeller pour vous dire, évidemment, ce n'est plus un événement pour les uns et les autres. Ça peut prendre fin un peu partout, à Imbaya, à Matoto, à Pessia, un peu partout. On se couche la peur au ventre. Non mais finalement, ça ne dit personne parce que pour les Guinéens, c'est devenu un quotidien. Donc c'est quelque chose qui est devenu un principe d'ailleurs même. Dans un État, normalement, on aurait dit quand même pouvoir communiquer. Bien, pouvoir communiquer. Puisque nous parlons de communication, cette fois, nous nous tournons vers cet autre sujet. On parle de la gestion des ordures à l'approche des grandes pluies, ici à Conakry même et à l'intérieur du pays. L'État guinéen fait certes des efforts. Aujourd'hui, des milliards de francs guinéens sont engrangés. Mais le suivi pose problème de Lansana Conté, en passant par Moussa Dadis Camara, Sekouba Konaté, et professeur Alpha Koné jusqu'au général Mamadi Doumbouya. L'État guinéen peine à contrôler le secteur de l'assainissement. L'insalubrité bat son plein à chaque grande pluie, à chaque saison hivernale, il faut le dire, et aucun gouvernant n'a pu pour le moment trouver des solutions plausibles, palpables, qui puissent sortir le pays de cette, si on peut l'appeler comme ça, de ce fléau. Aujourd'hui, on en parle, oui, parce qu'on a besoin, Mohamed, on en parle parce que c'est devenu une vraie problématique pour nous. Est-ce que l'État doit changer de stratégie, changer de fusil d'épaule pour pouvoir terminer avec cet éternel recommencement? L'État doit ouvrir ses yeux. Il faut ouvrir les yeux. On refuse. On fait toujours semblant de voir, mais on ne voit pas. On sait où se trouve le mal. On sait où ça fait mal. On sait où ça peut arranger. On ne peut pas peindre tout en noir. L'État, à travers ses partenaires, fait des efforts. Hein? Ça, il faut le noter. Des efforts, il est en train de faire d'énormes vraiment progrès dans certaines... Sauf que d'autres éléments ne suivent pas. Je me rappelle encore, je me souviens de ces 2000 latrines, en tout cas du côté de Koléa, dans beaucoup, je crois, de Koléa, Kamaye et environ, qu'on a essayé de construire, qui ont été construites dans ces localités, et en faisant un bon drainage, en essayant d'évacuer, de mettre un réseau d'évacuation des eaux usées. À l'époque, la circulation était complètement perturbé sur la corniche de Koléa, sur la route Niger, dans les quartiers un peu partout. Après, ça a donné un bon élément. Je ne sais pas, au niveau de la station d'épuration de ces eaux usées, du côté de la cité, du côté de Donka, non loin de la résidence de feu Jean-Marie Doré, en allant au tribunal de première instance, la station se trouvait juste là, non loin de la résidence de... Est-ce que ce n'est pas là qu'on construit maintenant les logements pour comment je peux dire ça? Et comment on appelle le terme? En face de Donka, là. La cité ministérielle. La cité ministérielle. Oui, à partir de là-bas, la rentrée, il y a un coin. Merci. Bon, enfin, je ne sais pas si Yaya peut connaître le nom. On appelle la plaque boulangerie. C'est la boulangerie. Avant d'arriver à Donka, vous bifurquez, vous rentrez à droite. C'est comme si vous allez tout droit à l'ancienne faculté des lettres. Je crois que c'est médecine maintenant, quelque chose comme ça. Donc, avant d'y arriver, juste à droite, quand vous empruntez cette bretelle, il y a cette station d'épuration qui est là. Donc, c'est quoi? C'est tout un réseau qui récupère l'ensemble des eaux usées de nos toilettes et que c'est bien traité là avant d'être laissé dans la nature. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Sauf qu'on se demande, est-ce que l'entretien suit? L'entretien suit parce qu'il n'est pas rare de voir des fuites d'eau usée dans nos rues, banalement, parce que ça aussi, quand on a un projet, ce n'est pas la réalisation du projet qui est important, mais plutôt le suivi du projet, la viabilité du projet. Parce que si vous êtes donné vraiment quelque chose d'une telle ampleur, quelle que soit l'importance qu'on investit 100 millions de dollars, 20 millions de dollars ou je ne sais combien, si vous n'êtes pas en mesure de donner vraiment de pérenniser cela, je pense que ça serait hyper intéressant
dans ça, c'est regrettable. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut revoir, c'est quelque chose qu'il faut insister dessus pour ne pas qu'on continue à se retrouver dans des situations comme ça, dire qu'on a des bons projets, mais le suivi pose problème. Ouais. On en a fait un peu partout des projets comme ça. Ne dites pas qu'il n'y a pas eu de réseau d'évacuation des eaux de pluie à Conakry. Non, ça a bel et bien existé. Oui. Bien sûr que ça a existé. Et la belle ville de Conakry, vraiment le trésor de là-bas, à l'époque de la sous-région, l'évacuation c'était toute une chaîne, tout un réseau qui était là. Mais malheureusement, comme on parle de suivi, il n'y a pas de nettoyage de ces caniveaux. Et le projet dont on parle depuis le président Alpha Condé, c'est qu'on a piqué du côté de Rwanda chaque mois ou entre le premier samedi. 2 semaines. On essaye d'assainir. Chaque dernier samedi du mois. Chaque dernier samedi, entre chaque samedi, un samedi sur le 4 par mois, on essaye d'assainir nos villes. Sauf que depuis toujours, il y a quelque chose qui n'avait pas marché. Ça, il faut reconnaître. C'était quoi? Les gens travaillaient dans les fossés, dans les caniveaux, nettoyaient, les jeunes sortaient, on enlevait, on curait les caniveaux, on mettait au bord, ok, au bord de la route, les gens marchaient dessus et ça retombait encore dans les caniveaux. C'est-à-dire les camions d'évacuation qui venaient prendre, aller décharger ailleurs, ne fonctionnaient pas. Malheureusement, donc il y avait un travail qui était fait, mais il y a un maillon qui manquait. Le transport de ces déchets qu'on prenait là. Donc moi je pense qu'il faut qu'on soit sérieux dans nos projets. Le projet, chaque projet qu'on entame, c'est tout du début à la fin, il y a des étapes. Il ne suffit pas d'abord. Il faut faire d'études sérieuses, pas d'improvisation. Oui, il y a des médias qu'on déplaçait, il y a des t-shirts qu'on trouvait, il y a des balais, des brouettes qu'on déplaçait, il y avait des ministres qui s'engageaient chacun dans son quartier, ainsi de suite, pour faire le curage, curer tout ça, mettre là. L'étape maintenant de prendre au bord de la route et mettre dans les camions, c'est là-bas le problème se trouvait. Vous pouvez même trouver des charrettes, des chariots qu'on chargeait, mais qui ne pouvaient pas bouger, étaient là. Il faut qu'on arrive à voir cela. Parfois on disait, on ne peut pas envoyer parce qu'au niveau de la décharge de Dar es Salaam ou de la minière, il n'y a plus de place, qu'on ne peut pas rentrer. Et on sait très bien quand on prend ces déchets qu'on ramasse, on doit envoyer quelque part. Où on envoie? Est-ce que c'est préparé? Est-ce que c'est fait? Je pense qu'il y a un problème de suivi. Chacun dans son secteur, je crois, veut faire de son service un mangement. Quand on parle de mangement dans ce cadre-là, je crois que ça va créer. Parce que si on vous donne d'investir 10 millions par chaque samedi, par ministre, ou 20 millions ou 30 millions, et que vous ne donnez que 5%, parfois même rien, après on dit, on fait de la blague, on dit non, c'est pour votre nation, je pense que ça ne marchera pas. Il faut qu'on se réveille et qu'il y ait des suivis, qu'on trouve des gens qui peuvent suivre ça sur la réalisation. Et que le contraire, on arrive à mettre un truc de suivi sur place. Voilà ce qui a été fait. Qui a fait quoi? Quel est le résultat? Il faut qu'on arrive à faire ça. Si ça nous... Ce matin, avant de rentrer dans le studio, on parlait de suivi comme ça. Ouais. On a eu la chance de travailler dans certaines structures. Le travail, c'est que tu fais cette semaine, c'est que tu vas faire la semaine suivante. Toute la planification. La planification lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est connu. Ce que tu as fait la semaine dernière est connu. Et tu le fais, ce n'est pas à huis clos, toi et ton responsable. C'est toute une équipe, tout le monde t'écoute. Ouais. Maintenant, si toi tu es incapable de dire quelque chose, tu sauras quel est ton avenir dans ce service-là. Donc moi je pense qu'il faut qu'on se réveille. Ouais. Il faut qu'on se réveille. Ce pays-là nous appartient. On ne peut pas aller ailleurs vivre mieux qu'ici. Mieux qu'ici. Voilà. Allez, oui Diallo, par rapport à ce manque de suivi qui pénalise toute la République de Guinée quant à la gestion de ces ordures et également avec l'arrivée de ces grandes pluies. Oui, évidemment, ce qu'il faut dire, c'est que on constate déjà que c'est l'État a la volonté de nettoyer, de bien faire et de rendre propre la ville de Conakry. Ça, c'est une évidence et ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque sous Alpha, on a mis en place un ministère dédié à cela. Ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, de l'hygiène, que Papa Koli dirigeait à l'époque. Donc, c'est l'expression d'une volonté de mettre fin à tout ce qui est ordure dans notre pays. Mais ça ne devrait pas s'arrêter à ce niveau-là. Peut-être on a manqué de méthodologie pour pouvoir, ou des stratégies, pour ainsi dire, pour pouvoir, disons, mettre fin à cette pratique-là. D'où l'origine de ces ordures. Qui produit ces ordures? C'est les ménages. Comment faire en sorte que ces ménages-là
ces différents ménages soient sensibilisés, informés d'abord et sensibilisés pour pouvoir gérer ces différentes disons, ordures-là. Alors qu'en réalité, la gestion de ces ordures, puisque on a un service, une direction, une agence pour ainsi dire, l'ANASP qui est en charge de, disons, de tout ce qui est assainissement. Le schéma directeur, c'est l'ANASP, Mapleneton, qui avait déjà défini ce schéma directeur pour lequel l'ANASP est incapable de respecter. Puisque le transport de ces ordures est dédié et confié à Albariac, alors c'est Pichini qui est en charge de tout ce qui est, disons, gestion de ces ordures au niveau de la combosse de Dar Salam. Alors, aujourd'hui, Dar Salam, ce qui est, au fait, disons, cette montagne d'ordures, ce dépotoir d'ordures est devenu un véritable problème de santé dans notre pays. On devrait d'abord, pour mettre fin à cela, pouvoir finir, achever ces sites qui a été désigné au niveau des courriers là-bas, pour qu'on puisse quand même avoir tous les moyens qu'il faut et de savoir combien de tonnes d'ordures sont produites au niveau de la capitale pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut, disons, complètement s'en débarrasser de ces ordures, tout au plus minimiser quand même la fréquence de ces ordures-là sur les chaussées et sur la route même, sur les différentes routes. Donc c'est un véritable problème. Premièrement, d'abord, aujourd'hui, quand on parle de ces déchets, en partie, 80% c'est des déchets plastiques. C'est des déchets plastiques dont, disons, le tri devient un véritable problème parce que ce ne sont pas des déchets biodégradables comme c'est le cas dans certains pays. Dans certains États, c'est vrai, il y a des ordures, mais c'est biodégradable, donc ça ne peut pas constituer un véritable problème aujourd'hui. C'est le Rwanda. C'est le Rwanda, c'est les Occidentaux. Et voyez-vous dans les différents caniveaux, quand vous y jetez un regard, vous vous rendez compte que c'est des déchets solides, c'est les bouteilles d'eau, c'est les plastiques, des pampers IG, c'est ce qui est dedans. Et là, ça devient un véritable problème aujourd'hui. Et le tout nouveau président de la délégation spéciale, ce qu'il me disait ici, ça, on ne peut pas faire ça avec des moyens limités, ça existe des moyens. Je suggérerais à l'État de confier la gestion, et ça a été déjà dit, de confier la gestion de ces ordures-là à ces différentes mairies qui sont là. Les mairies qui peuvent aussi, par endroit, impliquer les chefs de quartier. Les chefs de quartier au chef secteur. Donc, qui peuvent évidemment, disons, s'impliquer et qui peuvent aussi impliquer certains citoyens pour pouvoir gérer tout cela. Parallèlement, et puis à côté, l'État, à travers le ministère, peut évaluer ces différentes mairies-là. Mairie par mairie, c'est-à-dire que voilà les moyens qui ont été engrangés, qui ont été débloqués pour la gestion des ordures dans la commune de Matoto, dans la commune de Matam, dans la commune de Ratoma. Au retour, voilà les évaluations, comment ça se passe, où en est-on avec la gestion de ces ordures-là. Je crois qu'à partir de là, on n'aura pas de problème, parce que tout le monde est impliqué dedans. Mais c'est quelques individus qui gèrent les fonds, en réalité. Plus de 10 milliards par mois qu'on essaie de débloquer pour pouvoir gérer des ordures, pour quel résultat? Aujourd'hui, vous avez vu, la pluie, quand la pluie tombe, c'est-à-dire que vous avez du mal à avoir ce qu'on appelle les regards sur nos routes. Ouais. On déverse tout sur nos routes. Alors qu'en réalité, on devrait quand même pouvoir avoir des services qui devraient s'en charger de tout cela. Ce qui fait que quand tout est déversé sur les routes, les caniveaux sont bouchés et puis c'est l'eau de ruissellement qui se déverse sur la route. Quelquefois, on a du mal à faire la différence entre les caniveaux et la route et finalement, ça crée des accidents. Quelquefois même, c'est des gens qui perdent la vie. Donc, c'est l'État qui devrait prendre sa responsabilité et responsabiliser les différentes mairies. Les différentes mairies avec les moyens qui sont débloqués, évaluer les différentes mairies en fonction des résultats, enfin, en fonction des travaux qui sont abattus. Je crois que c'est important. On peut dire, par exemple, cette année, enfin, sur 6 mois, voilà comment on évalue, ou sur 3 mois, voilà comment, ou pour chaque mois, c'est possible d'évaluer parce qu'on connaît les différentes zones qui sont concernées, on connaît comment ça se fait. Les GTT existent, les zones de tri et de transit, ça existe. Donc, à un certain niveau, il suffit juste d'impliquer les mairies, puisque c'est les mairies qui gèrent les permis. Donc, à travers, disons, cette coordination nationale en charge, disons, de l'assainissement, la CONAG, si je ne me trompe pas, c'est la CONAG. Donc, on devrait quand même mettre en mouvement la CONAG
en collaboration avec les différentes mairies pour pouvoir évidemment rendre aussi accessible et disons abordable les prix que ces différentes PMI peuvent disons imposer aux différents ménages. Ça peut pouvoir permettre disons d'évacuer ou de canaliser toutes ces ordures-là. Maintenant, l'ANASP à travers Al-Bayrak, parce que là, je pense que c'est de trop. Il faut que l'État puisse revoir tout cela et voir dans quelle mesure l'État lui-même pouvait avoir des engins qui peuvent transporter tout cela. Et c'est une occasion pour l'État d'employer beaucoup de jeunes dans ça. Évidemment. On ne le fait pas. On se lève pour dire que le samedi de chaque fin de mois, on va se lever pour assainir. Finalement, il n'y a pas de suivi. Et c'est le suivi qui manque aujourd'hui, en réalité. Et ça, c'est un véritable problème. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'État suit tout ce qui se passe. Sinon, ça va être un gâchis. Hein. C'est le contribuable guinéen quand même qui est laissé pour compte, qui est gaspillé. C'est pas les moyens financiers qui manquent. 10 milliards, c'est beaucoup, Abdallah. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces 10 milliards-là? Est-ce que c'est rationalisé? Est-ce que la gestion est rationnelle? Qui gère tout cela? C'est important à un certain niveau qu'on essaie de diversifier tout cela, toute la gestion-là, et qu'on ait des services, disons, qui peuvent être mis en place, dédiés strictement à l'assainissement. Et à côté, on peut employer des jeunes. J'ai dit, si les différentes mairies sont concernées, la délégation spéciale de Bessia, elle est concernée. Donc les chefs de quartier sont impliqués, les chefs de secteur sont impliqués, ils ont des moyens à côté. Va parler ici quelques matériels qui devraient quand même être mis à la disposition de ces différentes mairies. Les pelles, les brouillettes, etc., etc. Tous les équipements qu'il faut, je crois que c'est important à côté, puisque les moyens sont là, on les a donnés de moyens, on peut les évaluer en fonction des moyens qui sont mis à leur disposition. Mais si on ne le fait pas, c'est une mobilisation citoyenne. Alors que les moyens sont là. Je crois que c'est important à un certain niveau que l'État... Le problème, c'est au niveau de l'État. En fait, il n'y a pas, excusez-moi du peu, mais ils n'ont pas mis en place toute l'intelligence qu'il faut pour pouvoir rationaliser tout cela. Sinon, on aurait dû sortir dans ça. Et attention aussi avec les sociétés d'eau qui fusent de partout. Oui. Ça, c'est un véritable problème. Oui, les eaux minérales. Et ça pose problème parce que c'est un véritable problème au développement. C'est un véritable problème à l'environnement. Ça pollue l'environnement. Vous imaginez aujourd'hui ce qui fait que la fumée, quelle que soit la pluie qui tombe sur la décharge de Dar Salam, la fumée elle est là parce que c'est 80% de ces déchets qui sont plastiques. Donc la fumée elle est là, elle existe, elle ne bouge pas et ça devient un véritable problème de santé. Je crois que c'est l'État qui devrait quand même pouvoir canaliser tout cela aujourd'hui. Les sociétés d'eau fusent de partout et c'est un véritable problème. Je vous invite sur toutes nos routes, sur toutes nos voies à travers la ville. Vous voyez très bien qu'on parle de déchets, on parle des ordures ici, mais les ordures là sont composées à 80% par ces déchets plastiques là et des bouteilles plastiques. Donc on a besoin évidemment à un certain niveau que l'État puisse prendre sa responsabilité pour pouvoir, pour un certain temps, puisque nous sommes aujourd'hui sur les orteils du Rwanda, en tout cas le partenariat va bon train. Il va falloir qu'on essaie d'expérimenter aussi cette expertise rwandaise pour pouvoir minimiser tout cela. Si nous voulons, on le peut très bien, mais il appartient à l'État, puisque c'est l'État aussi qui a ce qu'on appelle cette force coercitive à un certain niveau, de pouvoir imposer aux citoyens ou aux récalcitrants, aux citoyens, aux individus qui ne veulent pas effectivement soumettre à un certain nombre d'exigences de l'État. Donc l'État ne peut pas dire que il est incapable à un certain niveau d'imposer un certain nombre de choses. C'est l'État qui oriente. C'est l'État qui oriente. On peut voir maintenant l'un dans l'autre. Ou à défaut, ces différentes sociétés d'eau qui existent ici, à défaut de les fermer progressivement, d'imposer quelque chose que ces différentes sociétés peuvent payer dans le cadre d'assainissement. C'est important. Quand cela est fait, je crois que l'un dans l'autre, ça pouvait permettre, parce que c'est les sociétés d'eau en réalité qui salissent notre ville. Oui, Mohamed, pour terminer, avant de boucler cette émission aujourd'hui, est-ce que vous estimez que l'État doit mettre plus de rigueur dans l'assainissement? Plus de rigueur. Il y a déjà la rigueur, mais plus de rigueur et de suivi pour pouvoir finir avec ce que j'ai nommé fléau. L'État, ce n'est pas seulement l'État mettre de la rigueur. L'État doit se mettre la rigueur, s'appliquer. Bien. L'État doit se mettre la rigueur. C'est là le problème. C'est à son niveau. Si on arrive à le faire, le problème n'existera. Le problème,
Ce que la population ou les citoyens, les habitants sont en train de faire, moi je pense que c'est minime par rapport à ce que l'État devrait faire. Ouais. Aujourd'hui, on parle de cette décharge. J'ai pas eu le temps de penser à transférer ces images que j'ai. Vraiment, je le regrette malheureusement, mais bon, on aura le temps de l'utiliser prochainement. Ouais. Des images, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, j'étais au niveau de la décharge de Dar es Salaam. Son ancien nom, c'était toujours de la minière. Mais ce qui se passe dans cette localité, c'est incroyable. Heureusement, nous avons eu la chance d'avoir un budget, un financement de la part de la Banque islamique qui nous a permis de faire des travaux de talus. C'est-à-dire, talus, c'est ça quand ça arrive à un certain niveau très élevé, le sommet, comme on n'a pas force d'entasser les ordures, ça prend de la hauteur et ça grand, et c'est ce que provoque le plus souvent en saison des pluies, l'éboulement, et que ça tue. Maintenant, avec ce projet, le financement, ça a permis de diminuer, de faire le talus, de casser le sommet de la montagne, et ensuite de faire des passages à l'interne de cette montagne. Quand vous y arrivez, créer des passerelles. Des passerelles, des passages, ça permet à ces tricycles, à ces camions de ces sociétés de venir décharger. Mais ça ne peut pas durer. C'était juste un truc d'urgence. Moi, je dis cela parce qu'on ne peut pas continuer encore à faire 1 an, 2 ans, 3 ans avec ça. On ne sait même pas avec la saison des pluies ce qui va encore se jouer. C'est de penser vraiment à une nouvelle décharge. Dar es Salaam ne peut pas continuer. Absolument. Des cas de cancer, il y en a. On suivait l'élément avec l'ancien député ou le conseiller au CNT, le docteur, comment je vais l'appeler, Ben Youssouf Keïta, qui parlait de cancer, de prostate et tout ce qui s'ensuit, lié à la décharge de la fumée et tout ce que nous connaissons de cette décharge. Et ça ne peut pas continuer. Et tous les jours, la population de Conakry continue à grandir. Il faut sortir Conakry de cette décharge. Cette décharge doit quitter la ville de Conakry. Bien. On va le dire, parler de tout ça, parce que parfois, comme je l'ai dit tantôt, il y a des ramassages qu'on peut faire dans les quartiers. Mais on ne peut pas aller à la décharge que parce qu'on dit dans les temps qu'il n'y avait pas de place. Ouais. Les camions ne peuvent pas, parfois même on dit, vous venez au niveau de la rentrée sur la transversale T1, à partir de Kondebougni pour aller à Mdalaï, à droite, vous regardez, vous voyez que les camions poubelles sont arrêtés. Ils sont arrêtés ils attendent parce qu'il n'y a pas de passage et parce qu'ils cherchent à mettre... On ne peut pas continuer. Il faut qu'on essaie de trouver ailleurs d'autres décharges. Conakry est devenue vraiment une grande ville. La population est grande. Trouvons ailleurs. Ce qui peut encore renforcer le travail qu'on peut faire à l'intérieur. Si cela n'est pas le cas, ça va être le serpent qui se mord la queue et ça va être l'éternel recommencement. Et débarrassons-nous de ces plastiques. C'est important, progressivement. En tout cas, merci. Merci à Diallo, on est pris par le temps. Merci à l'équipe technique du jour. Merci à ses auditeurs et téléspectateurs qui nous ont pratiqué depuis 9h. On se reprend demain, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et unique média du développement en République de Guinée.